niveau. Soyez formés à la complexité de l'obésité parce que quand vous allez au bloc opératoire, vous anesthésiez pas un patient de la même façon qu'une personne de stature normale. Les risques sont absolument pas les mêmes. Et puis de l'autre côté, ben, réentendre, vous pouvez pas passer en chirurgie traumato parce que finalement on a, et là je vais être très claire entre nous, le matériel n'est pas adapté. La table de bloc est-elle effectivement suffisamment importante pour pouvoir porter le poids? On a aussi le problème des IRM et des scanners. On travaille pour que les champs et les tables d'examen soient de plus en plus, sur des portées qui correspondent, à ce qui se passe dans la réalité du terrain. C'est-à-dire que là, on est sur des tables avec des portées de 250 kilogrammes. Mais il faut savoir qu'on a des patients à plus de 350 kilogrammes de plus en plus en France, qui sont littéralement enterrés chez eux, avec des refus de soins et avec des peurs de soins. Donc en fait, une fois que j'ai dit ça, c'est surtout de l'espoir parce qu'en 26 ans, je parlais que de la France, en 26 ans, on a énormément avancé. Le travail collaboratif avec les uns et les autres, ont fait qu'effectivement, on a appris en marchant. Et c'est ça qui est le plus important, c'est de se dire, lorsque on est soignant, je peux faire quoi? J'ai mes compétences et mes connaissances, mais il y a peut-être, un collègue qui peut m'aider à travailler, aussi en transverse, avec moi, gagner et trouver des solutions, pour le patient et surtout, expliquer aux patients, enfin je parle que de l'obésité, c'est une maladie qui est chronique, évolutive et qui est surtout, définitif. C'est-à-dire que quand vous passez un certain stade, vous pouvez pas revenir en arrière sur une obésité. Donc, comment on peut accompagner les patients? Comment on peut faire en sorte de stopper leur progression? Et surtout faire en sorte que leur cas ne s'aggrave pas plus. Et au milieu de tout ça, c'est redonner aussi de l'espoir. Alors là, effectivement, vous avez vu les dernières actus de la semaine dernière sur, le remboursement des médicaments, hein, sur des IMC 35 plus, pathologies associées et puis à partir de 40. C'est un espoir considérable pour les patients, mais ça reste une béquille parce que derrière, il faut une prise en charge pluridisciplinaire sur du long cours, c'est-à-dire, sur la vie entière. Parce que si on arrête le médicament, ben, c'est un peu comme, si vous avez une problématique de tension artérielle, vous arrêtez, évidemment, la tension repart. Donc, on n'est pas sur de la gestion d'esthétique, on est sur l'amélioration de vie des patients le mieux possible, aussi bien métabolique, stopper ou en tout cas, faire en sorte que les pathologies associées à l'obésité, vous savez qu'ils sont au nombre de 18, avec le Covid, on était monté à 19, ben, s'arrêtent, en fait. Et puis qu'on puisse revenir un peu en arrière en fonction des cas par cas et en ça, on a excessivement besoin de vous et c'est vrai que de temps en temps, il m'est arrivé à titre personnel d'arriver avec devant des professionnels de santé qui me disaient: «Je ne sais pas» et je le voyais pas très à l'aise, mais en fait, je le regardais avec un grand sourire, je disais: «Je préfère largement que vous me disiez: "Je ne sais pas" et je vais faire en sorte effectivement de croiser avec d'autres collègues plutôt que de me raconter des carabistouilles et puis de me retrouver en problématique». Donc c'est une maladie complexe, mais j'y mets énormément d'espoir parce que, c'est un travail d'équipe qui se fait avec, tous, et je dis bien tous les professionnels de santé, quels qu'ils soient. Merci beaucoup. Désolé, hein, je fais des réglages techniques en même temps, que ce qu'on parle. C'est une problématique complexe et on est réunis aussi aujourd'hui, en lien avec une problématique complexe qui est très liée, qui peut être très liée à, la à le les aux personnes qui vivent en situation d'obésité. Problématique qui est l'hyperphagie boulimique. Professeur, Judith Aron, est-ce que, des il semblerait qu'aujourd'hui, c'est une problématique qui est quand même, enfin, c'est pas il semblerait, c'est une problématique qui est quand même mise à l'honneur par, les GCC-CSO. Vous pouvez peut-être, redire ce que signifie cet, acronyme, et néanmoins avec, même si c'est une pathologie qui est de plus en plus reconnue, une pathologie qui est souvent liée, vous pouvez peut-être rappeler les proportions à l'obésité. Dans quelle mesure est-ce qu'aujourd'hui on arrive à prendre en charge de manière adéquate les personnes qui souffrent d'hyperphagie boulimique et d'une obésité, comorbide?
Ça va pas être que positif, tout ce que je vais raconter. On n'est pas forcément là Réponse pour ça. difficile. Donc Anne-Sophie l'a dit, il y a quand même plein de choses qui sont je reviens un peu en arrière puisque GCC, il faut peut-être expliquer. Depuis 2010, il y a eu quand même un premier plan obésité porté par mon ancien patron d'ailleurs, qui a conduit à organiser les soins en France et créer ce qu'on appelle des centres spécialisés obésité. Donc c'est pour les obésités les plus sévères. Il fallait une prise en charge médicale, chirurgicale et pédiatrique. Il y en avait 37 depuis 2010. Et une des nouveautés là, c'est qu'il y en a eu 5 de plus créés dans les Drom. L'idée étant de couvrir le mieux possible les territoires pour améliorer l'accès aux soins, à minima pour les patients les plus sévères. Et en effet, il y a une entité qui coordonne ces 42 CSO maintenant, qui sont le groupement des coordinations des CSO. L'objectif de ça, c'est d'harmoniser les procédures, de les partager. Quand il y a une bonne idée quelque part, de pouvoir la partager avec d'autres CSO. Et l'ensemble des informations ou outils de soins intéressants peuvent être retrouvés maintenant sur le site qu'on a créé qui s'appelle obésitefrance.fr. Je vous encourage à aller regarder parce qu'il y a plein d'informations sur ce que c'est l'obésité, comment on la prend en charge, les recommandations qui sont actualisées. Il y en a eu en 2022, en 2024 sur la chirurgie et sur les médicaments plus récemment en novembre dernier. Il y a eu plusieurs feuilles de route qui ont été mises en place et la toute dernière qui a vu le jour en janvier 2026 fait la part belle quand même à améliorer la prise en charge de l'obésité et la part belle à l'hyperphagie boulimique, puisque ce mot se retrouve dans au moins 2 des mesures, si ce n'est pas 3 ou 4, où il y a l'axe formation. En effet, il faut mieux former au dépistage, à la prise en charge, et puis améliorer les filières de soins. Voilà. Donc ça, c'est des choses très positives. Il y en a plein d'autres, on pourra en parler. Je rejoins Anne-Sophie sur l'idée que ces médicaments, c'est une solution. Tu l'as dit, c'est une maladie chronique, donc une maladie long terme. Les traitements, c'est long terme, c'est pas tellement surprenant. Mais il y a des organisations maintenant de parcours de soins. Ces médicaments, après une première évaluation prise en charge nutritionnelle, ils ont un apport majeur non seulement sur le poids, mais sur les maladies associées au poids. Donc c'est vraiment une certaine révolution. Et on est le premier pays au monde qui a validé un remboursement sans limite de temps. Voilà, parce que ces médicaments, ils sont remboursés en Angleterre, par exemple, pour 2 ans. Puis après, on les arrête, les patients reprennent du poids, se dégradent encore plus. Donc ça, c'est quand même vraiment la révolution actuelle et c'est une sacrément bonne nouvelle. Alors, il y a une restriction de nombre parce que les finances de l'État ne permettent pas de financer le traitement pour tous, mais peut-être que ça pourra évoluer. Donc voilà, on a 5 ans pour améliorer les parcours de soins autour de l'hyperphagie-boulimie, à créer des partenariats avec vos réseaux de soins. On ne se connaissait pas beaucoup, on commence à mieux travailler ensemble. Il y a un axe formation de nos médecins d'obésité et peut-être aussi de vous, psychiatres, à soigner, enfin, sur les 2 valences finalement. Je pense qu'on est meilleur sur le dépistage, à minima dans certains sens. Parce qu'il y a eu des recommandations de 2019 dont on s'est un peu emparé quand même. Donc on arrive maintenant à bien porter le diagnostic. Par contre, derrière, on est très embêté parce que le suivi et ça, enfin, la prise en charge et vous la connaissez mieux que moi, c'est des suivis avec un psy, avec un psychiatre, avec une diététicienne. Autant de soins qui ne sont pas encore remboursés par la sécurité sociale. Il y a un gradient social dans l'obésité qui fait qu'on a des patients qui sont socialement assez dépourvus et qui ne sont pas en mesure de payer ces soins-là. Voilà. Néanmoins, il y a quand même une très grosse nouveauté qui arrive, enfin qui est déjà parue, qui s'appelle le parcours coordonné renforcé, qui va permettre de financer des forfaits de parcours de soins pour 2 ans, pour 4 typologies de malades. Et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, il y a 2 typologies de patients, donc avec obésité. C'est un parcours coordonné autour de l'obésité. Et obésité plus TCA, dont hyperphagie-boulimie, ou alors plus TCA et même troubles de la mobilité et handicap. Ces forfaits de soins, il va falloir qu'on les mette en place parce qu'il faut qu'on crée des filières et des professionnels qui vont travailler main dans la main. C'est ce vers quoi on tend actuellement. Certaines régions de France vont pouvoir appliquer au PCR dès le mois de juin. Les régions où il y a le plus d'obésité en France, en pratique. Et pour les autres, il y a une deuxième vague au mois de décembre. Donc l'Île-de-France, c'est à partir de décembre. Ça nous laisse donc un peu de temps pour se mobiliser, se coordonner, travailler ensemble.
puisque l'intérêt, c'est que ce forfait de soins prend en charge 8 consultations individuelles, dans la première année, associées à, je crois, 6 consultations supplémentaires de psychologie, donc de la diète et de la psy, et puis moitié moins l'année suivante. Donc, à minima, c'est quand même un assez gros changement. Il n'y a en effet pas de psychiatre, on a pu le discuter on s'est réunis il n'y a pas longtemps. Mais le psychiatre, il peut de toute façon être consulté et payé à l'acte en dehors du forfait. Rien ne nous empêche de le contacter. Je ne sais pas si je me suis très éloignée de la question, mais il y a quand même des choses positives à créer. Et puis, il y a beaucoup de choses négatives actuellement, c'est qu'il y a beaucoup de choses à créer. Voilà. Et alors, je laisse peut-être rebondir Joséphine Velkoff pour nous évoquer justement ces questions aussi de difficulté d'accès aux soins quand on souffre d'un trouble des conduites alimentaires, hein, d'une hyperphagie boulimique, voire d'autres types de troubles. On a la chance d'avoir Inès François-Adjout qui nous a rejoint également, avec qui on va pouvoir évoquer aussi ces problématiques-là. Quelles sont aujourd'hui, quand on souffre d'un trouble, les difficultés qu'on peut être amené à rencontrer quand on recherche des soins, alors qu'on a conscience et qu'on cherche justement à bénéficier de soins adéquats? C'est vrai que souvent, alors je suis d'accord que ça évolue vraiment dans le bon sens, mais quand il y a un surpoids chez une personne, la première chose qui est questionnée et qui est pris en compte par le corps médical, c'est le surpoids. Avant un diagnostic de TCA, par exemple, avec un objectif de perte de poids, qui va des fois répondre aussi à la personne qui est dans un paradoxe de se dire je veux soigner mon trouble du comportement alimentaire, mais j'ai aussi envie de perdre du poids. Donc, c'est quelque chose qui des fois fait résonance et aide pas. Mais voilà. Et au-delà de ce choix-là, quand il y a, enfin, ce chemin-là, quand il y a un diagnostic de TCA, on le voit au sein de la fédération nationale, c'est que souvent, il y a des personnes qui vont passer par plusieurs TCA. Et c'est là où on voit que ce n'est pas le même parcours de soins qui est à proposer. Des personnes qui vont souffrir à un moment donné d'anorexie, puis après de boulimie avec compensation ou de boulimie hyperphagique, et des allers-retours comme ça dans les TCA. Et là, on voit clairement que ce n'est pas la branche, en tous les cas, de soins spécialisés obésité qui va pouvoir répondre à cette évolution et cette variation du trouble du comportement alimentaire. Là, on va être vraiment plus sur un soin psychiatrique, psychologique, avec le volet addiction qui va avec le trouble du comportement alimentaire, l'hyperphagie boulimie, pour nous, est vraiment clairement identifié et à raccrocher à un phénomène d'addiction. Et du coup, ça veut dire que les soins sont en rapport avec ce parcours et ce diagnostic. Si on parle d'addiction, on est sur des soins addictaux et du coup, pas forcément orientés en première intention sur la perte de poids. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, effectivement, les conséquences, je peux en témoigner, de cette prise de poids qui va avec l'hyperphagie boulimie, nous fait basculer dans l'obésité. Mais pour moi, c'est d'abord le TCA qui est en premier avant l'obésité. Et du coup, bien sûr, à un moment donné, de toute façon, il faut traiter les deux. Mais si on ne traite pas le TCA, on ne pourra pas traiter l'obésité. Merci. Oui. Moi, je veux rebondir à ce très joli témoignage parce que c'est ce vers quoi on s'emploie. Mais je voudrais rappeler qu'en 2022, quand on a réécrit les recos HAS, il y a la reco que je préfère, qui est la numéro 22 ou 29, je crois. L'objectif de la prise en charge, ça ne se résume pas à la prise en charge du poids, mais améliorer les comorbidités, la qualité de vie. Et avant ça, il y a aussi toute l'évaluation du comportement alimentaire. Donc, en fait, ce que j'entends, c'est qu'on a aussi peut-être un message à porter, à disséminer mieux encore ces recos, parce que le contenu, il est là. Peut-être qu'il n'est pas assez connu. Quand vous parlez de formation, je vous rejoins vraiment parce que suivant les endroits dans la France, suivant les professionnels qu'on va rencontrer, tout le monde ne va pas avoir les mêmes réponses et les mêmes propositions de parcours de soins. Donc, il y a quelque chose à harmoniser et à faire évoluer avec des formations. Mais c'est vrai que j'ai envie d'insister quand même sur cette entrée TCA qui me paraît
Pourquoi? Parce que pour moi, en tous les cas, personnellement, c'est très déculpabilisant. Vous parlez de cette société qui nous montre quand même du doigt, qui est relativement grossophobe. Parfois, on retrouve cette grossophobie aussi dans le corps médical. C'est quand même une réalité qui doit là aussi évoluer. Et de pouvoir mettre ce mot trouble du comportement alimentaire et en amont de l'obésité, si c'est le cas, hein, toutes les obésités ne sont pas des troubles du comportement alimentaire, on est d'accord aussi. Mais quand c'est le cas, ça lève une culpabilité énorme. Ça, vraiment, même si ça ne nous empêchera pas de continuer d'entendre dans l'entourage, dans la société, t'as qu'à moins manger, parce que ça, cette phrase, voilà, on n'a pas fini de l'entendre. Néanmoins, pour nous, enfin en tous les cas pour moi, et on en parle entre nous dans la fédération, ça lève une culpabilité énorme de sortir aussi que de l'obésité et d'aller jusqu'aux troubles du comportement alimentaire. Parce que si on parle d'addiction, voilà, il y a quelque chose qui va s'assimiler et plus facilement être entendu et reconnaissable entre quelqu'un qui peut souffrir de trop d'alcool. Et là, on ne va pas tenir non plus le même discours. Il y a quelque chose qui a avancé sur ce chemin-là. Et du coup, là, il n'y a pas cette culpabilité on va être sur des cravings, des compulsions, des crises alimentaires, et on change du discours et de rapport à l'alimentation, et du coup de rapport et de parcours de soins. Et alors les parcours de soins, ils évoluent au fil de l'eau, hein, il y a, un certain travail qui est effectué. Alors on a entendu parler du travail, qui est effectué du côté justement des problématiques obésité. Du côté des problématiques troubles des conduites alimentaires, il y a également tout un travail qui est fait tant sur le plan national que sur les plans régionaux. On va pas forcément parler que du réseau TCA francilien, même si c'est celui qu'on connaît le mieux. Docteur Blanchet, est-ce qu'on peut revenir justement sur la structuration de ces filières? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et quels sont les projets sur lesquels on travaille, sur lesquels on aimerait pouvoir travailler à l'avenir? Oui, effectivement, donc c'est un travail qui se fait au niveau des régions et alors peut-être pas forcément tout au fait effectivement de ce qui se passe. Nous, on a la chance d'être aujourd'hui en Île-de-France, hein, quand même un des réseaux qui a été un des précurseurs, hein, dans la réflexion sur la structuration de la filière de soins. Et justement, la Fédération française d'anorexie-boulimie, au niveau national, accompagne les régions pour qu'effectivement l'offre de soins soit homogénéisée sur le territoire, que la question de la formation des professionnels de premier recours, qui pour nous est aussi essentielle, hein, dans la question du repérage, de l'accompagnement et vers les soins spécialisés. On sait très bien que ces troubles, quels qu'ils soient, hein, on a évoqué, on y reviendra sur ces formes de passage, des formes restrictives aux formes hyperphages. Finalement, tous ces TCA, aujourd'hui, on a la volonté d'élargir au-delà de la question de l'anorexie, qui a longtemps été un peu tête de gondole, hein, dans les troubles alimentaires. Et évidemment, c'est une tête de gondole et c'est une réalité, notamment dans l'adolescence. Mais on sait bien que chez l'adulte, l'anorexie mentale est absolument pas le TCA le plus fréquent. Ce sont les troubles hyperphages qui sont les plus fréquents, voire les troubles alimentaires dits subsyndromiques, atypiques. Donc, en tout cas, j'ai envie de dire, quel que soit le type de TCA, ils ont en commun déjà des facteurs de vulnérabilité qui sont communs, qu'il y a des formes de passage qui sont fréquentes, et qu'en même temps, la complexité, c'est que ces troubles sont très différents, hein, dans leur expression symptomatique, et que donc la formation des professionnels de premier recours et des médecins spécialistes d'organes est absolument essentielle pour juste avoir déjà l'idée d'y penser, de les reconnaître, de les dépister. Et une fois que cela est fait, c'est bien beau d'y penser et de le repérer. La question qui vient juste après, c'est finalement, une fois qu'on a dépisté et repéré, qu'est-ce qu'on en fait? Et ça, c'est une question, quand on interroge, on est assez troublé, hein, quand on a interrogé les professionnels premier recours, les médecins généralistes, quand on a interrogé les spécialistes d'organes, quand on leur demande, mais finalement, qu'est-ce que vous faites de ces patients-là, la réponse la plus fréquente a été, mais on ne les voit pas. Alors, on ne les voit pas, ce n'est pas possible, hein. Je vous rappelle que les TCA, tout confondu, tout type confondu, représentent environ 15 à 17% de population vie entière. Donc, c'est des troubles qui sont fréquents, qui peuvent survenir aussi bien chez le petit, chez l'enfant que l'adolescent.
que l'adulte, voire même après chez des grands seniors. Donc, c'est des troubles qui concernent l'homme, qui concernent la femme, qui concernent les populations transgenres, qui concernent tous les âges, et donc qui finalement sont vus par l'ensemble dans un parcours de vie. Je n'ai même pas envie dans un parcours de soins, dans un parcours de vie, ces sujets qui souffrent de TCA vont être rencontrés par des professionnels de santé, évidemment. Et la question, justement, c'est comment former au mieux ces professionnels de santé pour qu'ils puissent être en capacité de les repérer. Alors, au niveau national, effectivement, on travaille avec le ministère, avec la DGOS sur la structuration de la filière de soins. Judith Aron parlait de ce qui a été fait, évidemment, que le plan obésité, pour nous, est entre autres un des modèles de ce qui, on l'espère, va pouvoir se faire aussi sur les TCA pour qu'il y ait une filière de soins structurée, graduée, avec des niveaux en fonction du degré de sévérité, et que cette offre de soins elle soit finalement globalement accessible sur tout le territoire, et qu'il y ait pour chaque région, c'est ce qui est en train d'être mis en place, que dans chaque région, il y ait un centre ressources, un coordonnateur capable justement d'avoir la connaissance des ressources disponibles localement, de pouvoir orienter, de pouvoir aussi remonter les informations vers la FAB, et qui est comme ça aussi des informations de la FAB descendantes vers les régions. Donc tout ce travail de structuration, de relais en région, c'est quelque chose auquel nous nous sommes attelés. C'est un travail qui est énorme, mais même si on n'est absolument pas aujourd'hui satisfait en tout cas, on n'a pas abouti clairement dans nos projets, mais il faut quand même reconnaître que sur les 10 dernières années, il y a eu un chemin énorme qui a été fait, que les bénéficiaires, que les usagers commencent à le ressentir. Moi, en tout cas, je vais parler de mon expérience à la Maison de Solène, où je suis depuis l'ouverture, donc ça fait depuis un peu plus de 20 ans. Je dois quand même faire le constat que les formes qu'on accueille aujourd'hui sont quand même moins sévères peut-être qu'à l'ouverture. Je m'explique. On a des formes évidemment sévères parce qu'en tant que centre expert, on a vocation à accueillir les formes les plus sévères. Mais pour autant, je pense quand même que ce travail de fond qui est fait de repérage, de dépistage, fait que les cas historiques qu'on a pu recevoir à l'ouverture, ces cas-là de patients qui erraient dans les soins ou qui étaient en rupture de soins depuis 10 ans, 15 ans, qui étaient malades depuis l'enfance et qu'on récupérait au milieu de l'adolescence dans des situations cataclysmiques, ces patients-là, on ne les voit plus. Et en tout cas, alors je ne sais peut-être pas le cas dans toutes les régions, en tout cas en Île-de-France, je pense qu'il y a eu un vrai travail de fait sur la structuration de l'offre de soins. Et voilà, donc c'est un long chemin. Moi, je voudrais juste insister sur un point, peut-être, vous parliez, Joséphine, des formes de passage. Je pense que vraiment, un des messages forts de cette journée, de cette semaine de sensibilisation, c'est peut-être quand même de se rappeler que ces TCA ne sont pas des entités figées, sont des entités évolutives, et qu'effectivement, sur un parcours de vie, on peut très bien avoir débuté un trouble alimentaire précocement dans l'enfance, avec une hyperphagie, avoir pris du poids, avoir construit un surpoids infanto-juvénile dans l'enfance, et puis ensuite avoir eu un TCA restrictif sur un mode anorexique ou un trouble ARFID, qui sont des troubles encore peu connus, méconnus des professionnels de premier recours, et puis en sortie d'anorexie, évoluer vers des crises de binge. On sait que les crises de binge en sortie d'anorexie, c'est 80-82% des patients. Ça ne veut pas dire que tous ces sujets-là vont développer une boulimie ou une hyperphagie boulimique, mais la question de l'impulsivité alimentaire lors de la levée du contrôle en sortie d'anorexie conduit assez inévitablement à une période qui peut être une période simplement de compulsion alimentaire, mais qui peut aussi évoluer vers une boulimie. Et puis, lorsque les stratégies de compensation ne sont plus efficaces, on va évoluer vers une hyperphagie boulimique et on va construire un surpoids, une obésité de l'adolescence et de l'âge adulte. Voilà, c'est tout ce travail-là qui est au cœur de nos missions au niveau de la FAB et évidemment au niveau du réseau TCA francilien. Ce qui nous permet de faire un pont avec le témoignage du coup de Inès. Donc Inès François Adjout, qui est créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, qui tient le compte Lâche ton assiette, qu'on a invité pour que tu puisses nous partager justement aussi l'expérience qui traduit bien cette question de la porosité entre les différents types de troubles des conduites alimentaires. Non, pas pour l'instant. Parce que les gars sont Merci déjà Hugo et merci à tous. Ce qui a été dit, décrit mot pour mot ce que j'ai vécu, c'était assez perturbant de l'entendre aussi bien décrit. En effet, moi, quand j'étais plus jeune, et c'est ce dont je témoigne sur mes réseaux sociaux, au collège, j'ai subi beaucoup de harcèlement scolaire par rapport au fait que j'étais en surpoids.
Et ce harcèlement scolaire a fait qu'en fait, j'avais des accès des crises de boulimie assez récurrentes. Et en fait, je ne savais pas à l'époque que c'était de l'hyperphagie. Et cette hyperphagie a fait que, effectivement, j'ai conservé ce surpoids pendant toutes mes années collège et une grande partie de mes années lycée. Et finalement, en réponse à ça, quand j'ai fait mon premier régime, j'ai perdu du poids et petit à petit, en fait, ces restrictions caloriques, elles sont devenues de plus en plus extrêmes jusqu'à me faire tomber dans l'anorexie. Et dernier point, effectivement, en sortie d'anorexie, entre très gros guillemets, quand j'essaie de guérir, j'ai commencé à avoir des premières compulsions alimentaires, sauf que, évidemment, à l'époque, je n'acceptais pas le fait de prendre du poids. Et donc, j'ai commencé à avoir plein de techniques compensatoires que je pense qu'il n'y a pas besoin de Dire que ceux qui citer, savent vraiment pas, mais en qui fait, font que petit à petit, effectivement, j'étais dans la boulimie. Et dernier point, et après c'est bon, je vais toujours expliciter, j'avais pas du tout en tête ce terme hyperphagie boulimique, mais c'est vrai que moi, pendant le confinement, c'est le moment où j'étais un peu à l'apogée de mes troubles alimentaires. Et je continuais à avoir des crises de boulimie, mais j'avais beaucoup moins accès à des techniques de compensation vu que j'étais dans un 2 pièces parisien avec mon amoureux. Et effectivement, je ne savais pas que ça pouvait s'appeler l'hyperphagie boulimique. Pour moi, à ce moment-là, j'étais juste une femme qui souffrait de boulimie, mais qui n'arrivait plus à rester à son poids faible et qui ne faisait que prendre du poids. Donc voilà. Donc effectivement, je suis tout à fait en accord avec tout ce qui a été décrit. J'ai l'impression que je sais que c'est pas mon cas, c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais je pense qu'effectivement, il y a une grande majorité de personnes qui souffrent de troubles alimentaires qui en fait vont transférer d'un trouble à un autre au cours de leur vie. Et tu le décrivais bien, c'est un trouble qui... Alors, tu voulais réagir, Fabienne ? Oui, moi je voulais réagir par rapport à l'aspect dont vous avez un petit peu parlé, cet aspect plus de la société et de la pression qu'il y a, justement, comme vous êtes influenceuse. Et donc moi je reçois beaucoup d'adolescents qui sont quand même tous très pris par tout ce qu'ils voient, tout ce qui les entoure. Vous parlez aussi du harcèlement scolaire dont vous avez été victime, des moqueries que vous avez subies par rapport à l'aspect physique. Moi, la plupart des adolescents qu'on reçoit en première consultation évoquent aussi ça, des moqueries sur le corps, que ce soit t'es trop grand, t'es trop petit, t'es trop gros, avec une vision d'une espèce de norme idéale qui est impossible à atteindre, bien évidemment. Et j'ai l'impression que cette pression-là, elle est quand même, alors même si j'ai peut-être moins d'antériorité, mais j'ai l'impression que la pression de la société est quand même extrême et que là aussi, il faudrait qu'il y ait une réponse qui serait plutôt une réponse un peu politique pour qu'il y ait moins de stigmatisation, moins d'images qui circulent, qui soient des images dans les magazines, les podiums, etc. Même si on parle d'une société plus inclusive, j'ai quand même l'impression qu'on en est très très loin et qu'il y a un peu un retour en arrière, peut-être par rapport à il y a une dizaine d'années. Alors, je vais juste prendre la parole sur ce sujet-là parce que c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est une caisse de résonance, très clairement. Et puis, il y a l'envie d'être un peu parfois mis en avant par rapport à ce qu'on ne peut pas être dans la société. Je suis complètement d'accord sur le fait qu'effectivement, ça peut être une des réponses politiques, mais pas que. Non, bien sûr. Mais une des réponses politiques. Je ne peux pas m'empêcher de regarder, Daniel, effectivement, la charte alimentaire de l'ARCOM, où on a effectivement, qui sort d'ailleurs, ce que disait Judith tout à l'heure, hein, de la commission présidentielle de Nicolas Sarkozy, qui a été fait deuxième semestre 2009 et qui a donné lieu au plan obésité et la création des CSO, mais aussi à la création de la charte alimentaire, anciennement CSA, qui est devenue l'ARCOM. Donc, c'est effectivement un peu l'ARCOM, le gendarme de tout ce qui va être média sur tout support. On a réussi à faire signer en décembre 2024 la nouvelle charte alimentaire, qui a eu donc une durée de vie de 5 ans, sur lequel vous avez des obligations, des interdictions. Et effectivement, les médias, c'est une des portes. Et rentrer comme signataire, entre autres, les réseaux sociaux. On signe. On se fait à peu près une dizaine. Non, mais c'est énorme parce que là, voilà, il y a un pouvoir politique qui peut dire, voilà.
Et vous avez vu que l'Arcom a supprimé 2 chaînes télé il y a quelques mois. Donc, il y a un pouvoir de sanction qui est possible. Et l'État ne se retire pas la possibilité, effectivement, de monter au créneau. Hier, on était au Sénat ensemble. Effectivement, la sénatrice redisait, voilà, retirer les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais je pense, voilà, ça commence par là. Mais il y a aussi le fait que nous, on les a challengés en disant, attention, vous avez des vies derrière. Vous allez être responsable de ce qui se passe derrière. Donc, et si je reviens là-dessus, et je vais lâcher le micro, le travail d'équipe qui est impératif. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est le travail que peut faire l'État ou les instances, c'est le travail et ce que vous pouvez pousser en tant que professionnel de santé, c'est le vécu, j'en ai des frissons partout, le vécu des patients qui est aussi une réalité. Et ce que nous, on n'arrête pas de dire... Judith, Daniel, on est quand même plein à le pousser. C'est que derrière des actions, derrière parfois, excusez-moi, j'employais un terme, des agressions, il y a des vies. Et on est responsable de ces vies-là. Donc, on ne peut pas se dédouaner en disant pas vu, pas pris, je balance, excusez-moi, je vais être vulgaire, je balance une saloperie, et puis on s'en fout, de toute façon, je suis planqué derrière un écran, personne ne me voit, etc. Non, non. Et c'est là où, effectivement, dans le rapport que la DGS et le PNNS avaient demandé au CNAO sur la discrimination. Il y a un rapport qui a été réalisé, 2 ans et demi de travail avec 108 recommandations sur lequel on demande la possibilité de pouvoir avoir des suivis juridiques derrière. Et ça, sincèrement, il faut le pousser. Et il faut le pousser à fond. Et je lâche le micro. Oui, pour rebondir, je suis assez d'accord qu'en soi, c'est un sujet politique à part entière. Enfin, si je rebondis sur les 2 sujets, pour la partie harcèlement scolaire, clairement, il y a quelque chose à faire parce que je vais prendre mon cas très personnel vu que j'en ai parlé, mais moi, c'est évident que même si les troubles alimentaires, clairement, c'est multifactoriel, je pense qu'il y a quand même eu quelque chose de brisé à ce moment-là de ma vie et je pense pas que mes troubles alimentaires ont été aussi longs dans le temps et aussi intenses s'il n'y avait pas eu ces moqueries hyper répétées. Et effectivement, il n'y a pas eu de sanctions qui ont été faites. Et même chose dans mon travail que j'avais fait avec des psychologues à l'époque. Je sais que clairement, cette partie-là de ma vie, bon, je chialais automatiquement dès que j'en parlais. Bon, là, ça va mieux. Et sur la partie réseaux sociaux, les réseaux sociaux, c'est assez perturbant pour moi parce que forcément, vu qu'une partie de mon travail, c'est d'être sur les réseaux sociaux, j'arrive pas à 100% les critiquer parce que je trouve que typiquement l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, pour moi, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt parce que tous les problématiques de santé mentale, en fait, existaient avant les réseaux sociaux. Et c'est pas les réseaux sociaux en eux-mêmes, même si évidemment qu'il y a des répercussions, mais c'est pas les réseaux sociaux en eux-mêmes qui font que les gens tombent forcément dans un trouble alimentaire. Donc, je ne sais pas si ça résoudrait tout. Par contre, ce qui est vrai et ce qui est exact, et c'est pour ça que le parallèle avec l'Arcom, il était hyper intéressant, c'est que clairement, il y a de la modération à faire, il y a des contenus à supprimer, enfin, il y a des moyens d'action qui peuvent être faits. Et je pourrais en parler pendant des heures, donc je vais me stopper là. Mais typiquement, ce qui a été fait sur le Skinny Talk, c'était une première chose, mais il y aurait encore plein de choses à faire. Donc voilà. Je vais juste rebondir très rapidement parce que ce que vous dites est hyper important. C'est parce qu'au travers de ce que vous faites, c'est que vous renversez la vapeur, c'est-à-dire que vous réparez. Hein? Oui, j'ai mis le doigt dessus. Voilà, merci. De rien. Je m'en vais après en plus. C'est que effectivement, c'est comment on peut utiliser les réseaux sociaux, mais dans le côté lumineux de la force et pas dans le côté obscur de la force. C'est ce qu'on essaye de faire avec Daniel. Il faut savoir aussi que sur les influenceurs, ils ont signé la charte aussi, c'est l'ARPP et le syndicat des influenceurs. C'est-à-dire on leur a fait une formation. Si des influenceurs sont côté négatif, ils peuvent vite se retrouver avec un procès. Donc ça, il faut le savoir. Donc, parce que pour faire partie également, le CNAO fait partie de l'ARPP et du CPP. Donc, c'est tout ce qui va être de côté juridique et il y a plus de 600 procès par an, il faut quand même le savoir. Donc, c'est pas anodin. S'il y en a qui pensent qu'ils vont passer à l'as, c'est pas possible. Par contre, effectivement, utiliser les réseaux sociaux, et c'est ce que nous, on essaye de faire en se disant, on va arrêter le côté négatif de la force et on va pousser du positif.
Parce que là, je pense qu'en termes de force de frappe, nous, on l'a bien vu sur les journées mondiales de l'obésité, on a été poussé par TikTok. C'est pas mon meilleur ami à la base. Par TikTok, en 24 heures, on a eu 14 millions de vues sur de la santé publique, sur l'obésité. Donc, c'est possible. Et merci. Alors, c'est génial de savoir que c'est effectivement possible d'être poussé par ces multinationales qui ont plutôt tendance parfois à invisibiliser nos sujets pour plus de discussions autour de ce sujet assez spécifique qu'est celui des réseaux sociaux. Je vous renvoie à la table ronde qu'on avait faite il y a 3 ans, si mes souvenirs sont bons, qui tournait autour de cette question des réseaux sociaux, à laquelle tu étais d'ailleurs déjà présente. Et comme pour rebondir également sur, à la fois sur ton témoignage, à la fois sur ce que disait aussi le docteur Blanchet, ces troubles peuvent débuter assez tôt. Hein. Tu parlais d'épisodes de harcèlement. On parle globalement de troubles qui peuvent débuter dès l'adolescence. Je me tourne donc vers le docteur Fabienne Perdereau pour demander aujourd'hui comment est-ce qu'on prend en charge des jeunes qui souffriraient de ce type de troubles de boulimie, d'hyperphagie boulimique dans la vie de tous les jours. Alors, c'est vrai que comme vous le disiez, c'est des troubles des conduites qui commencent quand même souvent même en primaire, hein. Les jeunes là qu'on reçoit, ils disent que dès la primaire, ils avaient des préoccupations corporelles qui sont plutôt passées inaperçues. Et puis que c'est allé crescendo. Et puis après, à l'occasion, évidemment, c'est multifactoriel, mais des fois, à l'occasion d'une mauvaise rencontre, de moquerie ou d'autres événements de vie, les troubles se majorent et apparaissent de manière beaucoup plus saillante, que ce soit sur un versant restrictif ou sur un versant hyperphagie, ou bien après, éventuellement, une période d'obésité qui ensuite amène une dénutrition, qui en plus est un peu camouflée, parce que c'est vrai que les professionnels de santé ont peu l'habitude de voir quelqu'un qui est, entre guillemets, physiquement normal, enfin normopondéral, mais avec un delta de poids très rapide et des conséquences somatiques qui sont quand même moins facilement vues. Et pour la personne qui souffre de ces difficultés, l'impression de ne pas être vue dans sa souffrance. C'est-à-dire que l'envie d'être mince n'est pas possible. Et elles ont l'impression, je dis elles parce que c'est quand même souvent des filles, qu'on ne voit pas qu'elles souffrent et qu'elles vont très mal parce qu'elles sont normopondérales et qu'avant, elles étaient en situation d'obésité. Donc, les soins, c'est des soins pluriprofessionnels, idéalement avec une concertation entre professionnels. Et c'est aussi des soins au long cours. Là, je vous rejoins, parce que nous, on reçoit des adolescents qui sont dans des très grandes dénutritions et 1 an après, on peut les retrouver dans des situations de surpoids, voire d'obésité, avec en filigrane toute cette souffrance, l'incompréhension de la famille, la difficulté à affronter le regard des autres, à se sentir à l'aise, une mésestime d'elle. Voilà, donc ça, il y a vraiment des soins un peu au long cours qui allient des soins psychologiques, des soins diététiques et des soins somatiques, voilà, avec que ce soit des approches individuelles ou des approches de groupe, parce que c'est vrai que l'aspect groupal peut être, pour certaines jeunes filles, très importante. On fait un groupe, là, nous, avec des jeunes filles qui sont plutôt dans des difficultés autour de l'hyperphagie boulimique et plutôt du surpoids, voire de l'obésité. Et c'est vrai que de se sentir moins seule, de se sentir reconnue, elles disent toutes mes copines sont comme ça, mais là, elles voient d'autres jeunes filles qui partagent un peu les mêmes problématiques. Donc ça soutient, ça fait du bien, et pour les parents aussi, de rencontrer d'autres parents qui ont aussi un peu les mêmes questionnements, les mêmes interrogations. Juste pour ajouter, on parle beaucoup de jeunes filles, hein. N'oublions pas les garçons et les hommes qui souffrent de TCA. Et alors, les TCA sont difficiles à repérer, à diagnostiquer, à dépister, mais encore plus lorsque c'est un homme ou un jeune garçon qui est concerné. Je pense que ça aussi, c'est un message fort qu'on doit faire passer, notamment si le ratio homme-femme est quand même effectivement beaucoup plus en faveur des femmes sur l'anorexie, c'est beaucoup moins vrai sur les troubles hyperphages, hein. Alors, je n'ai pas les chiffres précis, mais en tout cas, en termes d'hyperphagie boulimique, la prévalence des hommes touchés, concernés est extrêmement importante, et notamment en situation de surpoids et d'obésité. Juste pour rajouter encore un petit aspect par rapport à ce que disait Fabienne Perdereau, c'est les troubles alimentaires débutent effectivement parfois dès l'enfance, en primaire, et j'ai envie de dire parfois même dès la petite enfance, c'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui qu'il y a quand même des liens assez étroits entre les troubles alimentaires pédiatriques de la petite enfance, c'est-à-dire 0-3 ans, et le risque de survenue de TCA, quel que soit le type, la catégorie de TCA, et le risque de survenue de TCA dans l'enfance, dans l'adolescence ou à l'âge adulte.
Donc, c'est cette question du regard que doit porter la famille et le grand public, les professionnels sur ces troubles. Ça ne doit vraiment pas être un focus sur une période de vie, mais vraiment sur cette question du continuum et des facteurs de risque qui peuvent favoriser, comme tu le disais, à l'occasion d'un événement X ou Y, de stress, finalement, quel qu'il soit, la survenue de TCA ultérieurement. Merci. Et pour aller aussi plus loin dans le tableau, on l'a dit, hein, ce sont des troubles qui sont parfois pas diagnostiqués du tout, parfois pas diagnostiqués à temps, parfois qui sont diagnostiqués plus tard. Docteur Tesnas, du côté des adultes, aujourd'hui, comment est-ce que justement on reçoit ces personnes qui soit développent un trouble plus tardivement, soit auraient éventuellement une histoire déjà de troubles des conduites alimentaires beaucoup plus longue? Alors effectivement, il y a plein de choses qui évoluent en ce moment. Je parlais principalement de ce qui se passe en Île-de-France parce que c'est ce que je connais le mieux, mais je vais peut-être avoir un tableau un peu moins positif que mes collègues parce que, pour être très honnête, aujourd'hui en Île-de-France, il y a pas beaucoup d'unités spécialisées dans la prise en charge de l'hyperphagie boulimique, pour ne pas dire, très peu. Et par exemple, nous, à la clinique des maladies mentales et de l'encéphale à Sainte-Anne, qui est un centre, expert connu dans la prise en charge du trouble des conduites alimentaires, on ne reçoit pas les patients qui sont en situation d'obésité et on a été confronté au fait qu'aujourd'hui, le fait qu'on ne les accueille pas, c'est le reflet d'une forme d'invisibilisation des troubles des conduites alimentaires hyperphagiques et finalement, la réflexion de développer des réseaux de prise en charge, elle est née aussi de la discussion, avec des médecins de CSO, notamment avec, la Pitié-Salpêtrière, parce que a émergé la question de se dire: «Mais on se rend compte que ces patients-là sont des patients particulièrement sévères, pour qui les prises en soins qu'on propose sont peut-être moins efficaces» et on sait aujourd'hui que la chirurgie bariatrique est beaucoup moins efficace chez un patient qui présente un trouble des conduites alimentaires associé et donc proposer une chirurgie bariatrique à un patient qui a un trouble des conduites alimentaires hyperphagique, peut-être pas forcément très actif, se pose la question quand même du bénéfice pour le patient et des alternatives, au moins temporaires, qu'on pourrait proposer. Et donc, c'est à force d'avoir cette discussion-là qu'a émergé la question de dire, là, il faut quand même réfléchir et pallier un peu à ce manque-là. Et donc, en discutant avec les différents CSO en Île-de-France, on se rend compte finalement de l'importance de la demande, aussi bien chez les adolescents que chez les adultes finalement, et l'importance de créer un réseau d'hyperphagie boulimique qui soit multidisciplinaire, où finalement, moi je suis psychiatre addictologue, dans un service de psychiatrie addictologie, on ne peut pas prendre en charge les complications de l'obésité, puisque ce serait un manque à gagner pour les patients d'être pris en charge uniquement par un psychiatre, un addictologue. Il y a des complications de l'obésité qui sont autres, et donc les prises en charge de l'hyperphagie boulimique ne doivent pas se suppléer aux prises en charge en CSO, évidemment. Par contre, pouvoir apporter un éclairage addictologique et puis un accompagnement psychiatrique un peu plus global, parce que il faut savoir aussi que l'hyperphagie boulimique est associée à de très lourdes comorbidités psychiatriques et donc des comorbidités anxio-dépressives, des comorbidités traumatiques, des comorbidités addictologiques qui doivent être évaluées, prises en charge, traitées, soulagées, parce que parfois, par exemple, une comorbidité traumatique peut tout à fait entraîner l'apparition de ces accès hyperphagiques dans des moments de réactivation traumatique importante. Si on ne pose pas la question ou qu'on ne peut pas accueillir ce qui se passe pour le patient à ce moment-là, finalement, le patient va pouvoir vraiment être accompagné dans le reste des soins multidisciplinaires. Donc, je pense que le rôle du psychiatre est fondamental, mais en créant une espèce de coordination avec la prise en charge nutritionnelle pour savoir à quel moment on propose quels soins. Et donc, effectivement, je pense qu'on pourra développer des soins qui seront relativement proches de ce qu'on fait pour l'anorexie mentale ou la boulimie, c'est-à-dire multidisciplinaire avec une approche psychologique, psychocorporelle, psychiatrique, une approche autour de l'environnement familial et de l'entourage, bien sûr. Et puis, je pense que ça va quand même se travailler très fondamentalement en lien avec les CSO, puisque ça va être probablement, je pense, les CSO qui vont nous adresser ces patients-là. Faut-il encore développer le dépistage en CSO? Et même si, je pense aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience de la nécessité de dépister, quels sont les moyens à mettre en place de façon très concrète et très pratique chez des médecins qui accueillent des patients en situation d'obésité pour dépister
et amener cette question-là du comportement alimentaire au sens large, puisqu'il y a le dépistage de l'hyperphagie boulimique, mais peut-être aussi des formes subsyndromiques, hein, sans avoir honte de parler de ça. Parce que je pense qu'il est possible qu'un certain nombre de médecins n'osent pas trop poser la question, parce qu'il y a un certain nombre de stigmates qu'ils ont en tête. Ah ben, on n'aborde pas trop cette question-là de façon un peu honteuse, on préfère laisser ça de côté. Et donc avoir un patient qui est hyper envahi au quotidien par des dérégulations du comportement alimentaire, qui voit un médecin spécialiste et qui ne va pas vraiment lui poser la question. Et donc, voilà. Ça passe un peu à la trappe, quoi. Donc, ce qu'on essaye de développer maintenant, c'est vraiment de développer des réseaux de soins où on puisse avoir des réunions multidisciplinaires, où on puisse avoir de la formation. Et effectivement, je pense que la formation des psychiatres sur la médecine de l'obésité, elle est fondamentale parce que je pense que, notamment dans les services qui ont l'habitude d'accueillir des patients en situation d'anorexie mentale ou de boulimie, il va falloir aussi pouvoir comprendre ce que c'est que l'obésité et créer un peu cette multidisciplinarité un peu à la base, vu que tous les réseaux sont à créer, je pense, aujourd'hui. Ça vaut le coup de commencer dès le départ par un peu travailler ensemble, quoi. Merci Chloé. Donc, en effet, c'est pas très optimiste, mais c'est vraiment ce que l'on vit au quotidien, donc ça tombe très bien. Je crois que dans notre centre à la Pitié, on est devenu vraiment bon pour le dépistage. Et le meilleur moment pour poser ces questions, c'est l'histoire de poids. On est obligé de le faire dans la prise en charge de l'obésité. Donc, on reprend toute la vie, on voit que le poids, il monte là, il monte vite. Ah, il s'est passé un truc. C'est le bon moyen de poser la question. Si on le demande gentiment, on obtient les réponses. On n'a pas trop de problème pour ça. Mais derrière, on fait quoi si on n'a pas, en effet, le réseau de soins pour adresser le patient? Parce que une fois qu'on a défini qu'il y a des traumas, et en effet, les traumas et les liens avec les troubles des conduites alimentaires, je ne sais pas si on le découvre, nous, mais en tout cas, on le voit fréquemment, multiples traumas même souvent. Donc, on fait bien le lien. On a 1,5 temps plein de psychologues qui peuvent venir en appui sur ce qu'on vient de dire, ok. Mais la solution derrière, c'est quand même quelle prise en charge. Et on se retrouve donc à poser un diagnostic, expliquer, comme ça a été dit tout à l'heure, qu'on va prendre en charge le TCA en priorité avant l'obésité. Ou voilà, les comorbidités de l'obésité, ça, nous, on sait faire, il n'y a aucun problème. Mais en effet, toute la partie TCA, si on n'a pas un psychiatre sur place, donc on n'a pas de psychiatre dédié à la Pitié, on a un psychiatre de liaison qui nous rend service parfois. Non, il y a un vrai manque, clairement, alors pas que de communication, mais en effet, on a créé des liens parce qu'on est souvent quand même complètement démunis sur l'adressage des patients. Donc, on travaille énormément avec des réseaux de soins comme Ondate qui nous permettent quand même d'accueillir les patients à des coûts qui sont raisonnables pour eux. Mais on est quand même souvent démunis de quoi proposer. Donc, c'est une chose de porter le diagnostic, mais c'est vraiment très lourd, y compris pour le professionnel de santé, de porter le diagnostic et de ne pas avoir de solution derrière à proposer aux patients. D'où l'importance de créer réseau. Moi, je me demande même, enfin bon, après, effectivement, bien sûr, c'est porter le diagnostic, c'est quelque chose de nécessaire, absolument, mais pour un patient recevoir un diagnostic et qu'on ne puisse pas proposer une prise en charge parce qu'il n'y en a pas, ou qu'il y en a peu, ou qu'elle est difficile parce que les circuits sont saturés, qu'il y a peut-être quelques centres, mais que peut-être ça peut être aussi un petit peu difficile parce que qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Et donc, je crois que, bon, après, sans vouloir, il faut créer des structures, quoi. Il faut donner des sous, en fait, pour qu'on puisse créer des structures qui pourraient accueillir ces patients et proposer des soins spécialisés. Sachant qu'il y a le frein économique, comme vous le disiez, c'est vrai que par rapport au libéral. Bonsoir. Donc moi, je suis atteinte de boulimie vomitive depuis plus de 10 ans. Et juste pour rebondir sur le parcours de soins, en fait, ce qui a été assez troublant, c'est qu'au bout de quasiment 10 ans, ce qui a été quasiment le plus aidant, ça a été de trouver l'association Corps en Révolte, où pour la première fois, j'ai pu croiser des personnes qui vivaient la même chose, même si c'était parfois une manifestation différente.
Et en fait, il y a quand même très peu de réseaux. Ceux qui sont présents sont plutôt dans le milieu associatif. Parfois, ça va être des psychothérapeutes qui vont proposer des thérapies de groupe, mais là encore, il y a tout un budget. Et en fait, je vous rejoins vraiment sur le fait qu'il y a quand même beaucoup de choses en termes de centres de référence à créer pour qu'en fait, quand on souffre de TCA, on puisse se dire bah, il faut que j'aille là. Parce qu'aujourd'hui, si on a un diagnostic, si on a le courage de l'affronter et de le traiter, notre seule solution, c'est quand même un petit peu de trouver un ou une psy qui soit compétent ou compétente, avoir à la fois une disponibilité et un budget pour pouvoir le faire. Et c'est pas non plus garant de résultats, quoi. Je veux bien rebondir sur le réseau associatif, du coup, parce qu'au niveau de la fédération, c'est vrai que ce n'est pas des soins qui sont proposés. Néanmoins, sur l'accompagnement, lutter contre l'isolement et peut-être faire avancer, réfléchir sur ces diagnostics qui sont posés, qui interpellent sur le déni, sur tout ce qu'on peut gagner quelque part. Je crois que c'est à intégrer aussi dans un parcours de soins et des partenariats à tisser entre les réseaux de professionnels et les associations. Quelque chose qui fait que, voilà, chacun de sa place va faire avancer et les petits pas, on sait bien qu'ils sont importants et que tous les petits pas comptent dans ces moments-là. Et les petits pas qui vont être gagnés de là seront gagnés sur un parcours d'un côté médical ou sur une hospitalisation. Et réciproquement, une sortie d'hospitalisation, qu'est-ce qui peut se passer pour éviter les rechutes et tout, quelque chose qui fait qu'il y a un contenant ou en tous les cas un accompagnement, une solidarité, tout ce qu'on peut trouver et qui fait qu'on tient et qu'on continue à avancer ensemble. À mon avis, c'est vraiment un élément à intégrer dans le réseau de soins. Même si c'est pas du soin. C'est un effet soin. Pour moi, voilà, c'est pas du soin, mais c'est un effet soin, j'en ai aucun doute. Enfin, je connais moins bien tous les TCA, mais en revanche, dans l'obésité, on travaille avec les associations de patients depuis la nuit des temps maintenant. Voilà, donc je crois vraiment, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est un acteur en plus, avec des rôles différents, mais je suis intimement persuadée que c'est un rôle intéressant. Et après, pour rebondir, je sais pas, je pense que il y a des patients à qui probablement ça fait pas que du bien de poser un diagnostic, mais on n'avance pas s'il n'y a pas un diagnostic de poser. Et puis j'ai entendu Corinne dire qu'il faut dépister quand même. Donc si on dépiste, on pose un diagnostic. Et il y a des patients qui clairement ont un TCA grave. Et la question quand ils viennent en consulte, c'est je voudrais comprendre pourquoi j'ai une obésité. Bah, en fait, je crois que ces gens-là, quand on redécortique et qu'on explique comment on est arrivé là, en fait, je crois quand même que c'est important et il y a un soulagement que j'ai entendu tout à l'heure, témoignage. Oui, oui, non, mais bien sûr. Non, mais je dis ça parce que moi-même, j'ai un sentiment je me dis qu'il y a l'air d'avoir un tel besoin, que c'est parfois un peu désarmant de se rendre compte qu'il y a si peu de choses qui ont été mises en place jusque-là. Parce que ça vient dire quelque chose pour moi du regard social sur la situation d'obésité et qui masque, ou le poids vient masquer la question de, possiblement dans certains cas. Je permets de tutoyer Chloé. Le travail qu'on a fait, alors même, Corinne, tu te souviens, il y a quelques années, je crois que c'est la plus belle reco que j'ai pu contribuer modestement à écrire. C'est celle des troubles du comportement alimentaire. C'est le travail d'équipe. C'est le travail d'équipe. Enfin, comme vous le disiez, on a chacun un rôle. Le but du jeu, moi, je suis patiente, je ne serai jamais soignant, je ne veux pas être soignant. Je suis patiente, chacun, j'ai aucun souci avec ça, chacun à sa place. Mais on est complémentaires. Et c'est le travail de la complémentarité qui a fait que pugnace et pugnace, voilà, moi je la fais courte. Bon, on a réussi à avancer. Mais alors bon, faut pas compter ses heures, faut oublier les vacances, faut oublier les soirées entre amis. Enfin. Oui, ça je suis d'accord. Moi j'ai tendance un peu à m'oublier là-dessus, mais c'est vrai que il faut jamais rien lâcher. Et je reviens, puis après je vais m'en aller, pardon, je suis désolée parce que j'ai pas fini ma journée non plus. Le travail d'équipe, je reviens là-dessus. Là, ça fait une semaine que je fais des médias, ça fait une semaine que je parle de cette semaine, en fait. Donc les gens disent, bon,
On parle d'obésité, on parle de médicaments, on parle de TCA. Mais oui, mais enfin voilà. Donc, ça vient de la volonté et de l'investissement qu'on a tous, à tous les niveaux. Et il n'y a pas de petites actions. Ça, moi, j'en suis intimement convaincue. Et que quoi que l'on fasse et où que l'on soit, quand vous êtes déterminé à essayer de faire avancer les choses, eh ben, ça avance. Donc, vous n'aurez peut-être pas les résultats tout de suite, mais ça avance. Et on est des exemples un peu vivants au milieu de tout ça. Bon, par contre, je vous embrasse de loin et je m'en vais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Juste enfoncer un petit peu le clou sur effectivement la nécessité absolue, et Chloé l'a très bien dit, de développer des unités spécialisées pour les troubles hyperphagiques. Mais attention, quoi, ces centres ne doivent pas être uniquement des centres de dépistage, des centres d'évaluation et des centres de diagnostic. Parce que évaluer, dépister, diagnostiquer, c'est bien, mais soigner, c'est encore mieux. Donc, on a malheureusement aussi des exemples où certains centres font essentiellement du dépistage, de l'évaluation, et où malheureusement le volet des soins derrière n'est pas assuré. Donc, c'est vraiment important que ces centres spécialisés qui vont se développer puissent aussi offrir, au-delà de l'évaluation, puissent aussi offrir des soins, et on l'a entendu, des soins qui s'inscrivent dans la durée. C'est des troubles chroniques qui potentiellement peuvent durer toute une vie. Et donc, comment faire en sorte que ces services, enfin, ces unités qui vont ouvrir, qui vont se développer, on le souhaite, puissent à la fois proposer de l'évaluation et du soin dans la durée. Parce que quand on s'est amusé un jour, amusé entre guillemets, hein, à l'occasion d'une journée réseau TCA francilien, tu te souviendras, Hugo, il me semble que quelqu'un avait fait le calcul de la somme du coût que pouvaient effectivement, du coup, des soins pour les TCA, je ne sais plus si c'était pour de l'anorexie ou de la boulimie, ça s'élevait à des centaines d'euros. Pas. C'était toi qui l'avais fait, ok. Il me semble que c'était Et moi donc qui tu te l'avais souviens probablement de la somme. Absolument pas. Non, en tout Mais je me cas, souviens que c'était une c'était, somme qui c'était était énorme. faramineuse. C'était de mémoire entre 300 et 500 euros par mois si on prend en compte la psychothérapie, le psychiatre, le psychomote, la nutritionniste. Donc, c'est vraiment des coûts qui sont énormes. Donc, moi, ma question, c'est oui à ces unités, mais comment est-ce qu'on peut aujourd'hui déjà penser à inscrire la question du soin et de la prise en charge des soins qui sont hyper coûteux pour que ces patients puissent en bénéficier peut-être tout au long d'une vie. Et ça, pour moi, c'est un sujet qui me semble assez central. Et on parlait du gradient effectivement économique de ces troubles hyperphages versus les troubles anorexiques. On sait que ça ne concerne pas aussi forcément la même population. Donc, c'est des populations encore plus vulnérables, plus défavorisées. Comment on fait pour se soigner quand on voit qu'une consultation de psychiatre au hasard en Île-de-France, en dessous de 150 euros, vous vous demandez si c'est un vrai psychiatre. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le coût est tellement délirant, avec des remboursements, même quand vous avez une mutuelle complémentaire, supplémentaire et supplémentaire de la supplémentaire, qui ne prend pas en charge. Donc, comment on fait? Comment on fait pour soigner? Et peut-être poser aussi la question de la transition ado-adulte, parce que c'est vrai qu'on a aussi parlé de troubles qui peuvent apparaître dans l'enfance ou dans l'adolescence. Et c'est vrai qu'il arrive aussi qu'à la fin de l'adolescence, les difficultés soient pas rentrées dans... Voilà, que les gens aient toujours besoin de soins. Et il y a aussi cette question de l'articulation entre les soins pour adolescents et les soins pour adultes. Je trouve, désolée, hein, je suis bavarde ce soir, c'est la pluie. Mais je pense, et moi je m'en réjouis, hein, et je pense qu'on est tous aujourd'hui là pour parler justement de la nécessité que les demandes de l'obésité et des TCA se rejoignent et se croisent. C'est aussi l'idée, on a parlé du fait que souvent dans les TCA, dans l'hyperphagie boulimique, dans la boulimie, dans l'obésité, dans l'anorexie, c'est une question de volonté. Entre guillemets, dans les situations d'obésité, c'est t'as qu'à moins manger. Dans les situations d'anorexie, t'as qu'à plus manger, hein, finalement. On est un peu con, on n'y avait pas pensé. C'est ce que je dis aux médecins maintenant. Franchement, honnêtement, on aurait pu y penser un peu avant.
Donc, au fond, l'idée de, et ça d'ailleurs, je ne sais pas ce que Judith en pense, c'est pas quelque chose peut-être qui fait l'unanimité chez les obésologues, entre guillemets, c'est au fond faire entrer la maladie psychique dans le monde de l'obésité, avec tout le tabou, la stigmatisation, les préjugés, etc., que véhiculent les maladies mentales. Et en même temps, c'est peut-être pas simple de faire entrer ces troubles psychiques dans cette maladie obésité qui a longtemps quand même été considérée comme une maladie métabolique. Et en même temps, c'est une nécessité. Je pense que ça peut aussi apporter aussi un soulagement aux patients, comme vous le disiez, Joséphine, avec l'idée de dire, bah, au fond, j'ai une obésité avec telle et telle comorbidité en termes de retentissement, mais j'ai aussi en amont de ça, j'ai une souffrance psychique, j'ai une souffrance émotionnelle, j'ai vécu des choses compliquées et qui ont été à l'origine d'un trouble psychiatrique qui s'appelle un TCA. Et ça, je pense, c'est peut-être un changement de paradigme, en tout cas un changement de positionnement des professionnels. Je ne sais pas si dans le monde de l'obésité, sans être du tout provoque, est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui qui est accepté, acceptable par tous? Moi, je veux bien juste rebondir sur quelque chose. On parlait de coûts, et on parlait de diagnostic. Je me dis, plus vite on fera le bon diagnostic, plus vite on va économiser de l'argent aussi. Et je voulais venir sur le mot régime, parce que je suis désolée, je suis quand même obligée d'en dire quelque chose. De parler du premier régime tout à l'heure. Nous, quand on se voit, on parle toutes de notre premier régime. Et je pense qu'il y a des choses à limiter qui sont aussi basiques que ça. Mais tant pis si on a 3, 4, 5 kilos quand on est enfant. Au Québec, ils sont en train de militer, de faire plein de pétitions pour arrêter de peser les enfants parce que ça génère trop de TCA derrière potentiellement. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose à faire. On parlait de l'enfance, de la petite enfance et des centres, parce que quand le mot centre me faisait évoquer ces centres où on met des ados pour essayer de leur faire perdre du poids, ça marche, hein, mais ça marche à court terme. J'ai tellement le sentiment que derrière, ça amplifie un TCA, que ça peut déclencher une anorexie, que ça peut... Si vraiment ce diagnostic de base TCA n'est pas posé à un moment donné, tout ce qu'on va faire juste pour la question de poids ne va pas aider, peut être d'ailleurs délétère. Donc oui, il va falloir que ces mondes se rencontrent pour gagner tous du temps, pour gagner du bien-être sur les malades et du coup pour gagner de l'argent pour tout le monde aussi. Et là, je crois qu'on va avancer et vraiment sur l'enfant et l'adolescence, parce que ça remonte là. Moi, personnellement, ces centres où et il y a sûrement quelque chose à faire pour réapprendre une alimentation pour ceux qui n'ont pas les codes. Mais en général, je crois que je pourrais passer mon diplôme de diète les yeux fermés. Les codes, les connaissances, on les a. C'est pas là le problème. Et c'est là où on voit que c'est un TCA et pas un problème diététique. Donc, il y a vraiment quelque chose à tricoter avec tout ça. Et quand même, je renfonce le coup sur le diagnostic parce qu'autrement, on est sur la perte de poids et ça peut être délétère. Et d'ailleurs, avant de te laisser la parole, quelque chose dont on n'a pas parlé aujourd'hui, enfin on n'en a pas parlé, dans le cadre justement du traitement ou de ce que certains pourraient imaginer comme étant un traitement de cette souffrance psychique qui est le trouble des conduites alimentaires associé à une obésité, c'est la question des médicaments contre l'obésité, qui est aujourd'hui donc qui fait l'actualité puisque on parle du remboursement dans certaines indications de ces types de traitements. J'ai envie de vous poser la question, dans quelle mesure est-ce que ça peut aujourd'hui être utile pour le soin d'une hyperphagie boulimique et dans quelle mesure est-ce que ce n'est pas indiqué dans le soin de l'hyperphagie boulimique? Je vais commencer. De toute façon, je crois qu'on est à peu près d'accord parce on a travaillé de concert. Je rebondis sur la question de la grossophobie. Il y a Sarah dans la salle. Moi, j'ai l'impression que le milieu dans lequel on travaille, de gens qui travaillent dans les CSO, l'obésité, non, il n'y a plus de grossophobie parce que c'est un travail vraiment qui a avancé. Il y a une association maintenant qui s'appelle Stéréo qui lutte contre la discrimination, qui est invitée à chaque congrès qu'on peut faire. Donc ça, je pense que dans ce milieu-là, pas tellement. En revanche, c'est moins sûr sur les endocrinologues, voilà, plus larges, qui font de la thyroïde, du diabète, qui découvrent aujourd'hui via les médicaments qu'on peut prendre en charge les médicaments, l'obésité. Je ne sais pas à quel point il n'y a pas un travail quand même à faire aussi chez ces gens. Ouais. Pour les régimes, je rejoins complètement le projet. On ne parle plus de régime. D'ailleurs, dans les recours, on a fait tout un chapitre
vraiment plein de pages sur le fait que ça induit plutôt des prises de poids que des solutions pérennes. Donc ça, on n'utilise pas ça dans le service. Quant aux médicaments, donc les médicaments, moi je suis contente parce que j'y crois vraiment fortement. C'est une solution supplémentaire pour la perte de poids et surtout, c'est ça la nouveauté, c'est pas que ça fait juste perdre du poids, c'est que ça traite aussi les maladies associées à l'obésité. Donc c'est des médicaments qui sont quand même assez révolutionnaires pour ça. Néanmoins, ils induisent un rassasiement précoce. Donc le mécanisme, il va pas jouer sur ce qui marche pas bien dans la tête, quoi, ou la souffrance, ou toutes ces choses-là. Et donc, dans les recos, et la FFAB a bien relu ces recommandations, on a estimé, de toute façon, la littérature sur TCA, enfin, hyperphagie, boulimie et médicaments, elle est pauvre, pour pas dire quasi inexistante. Voilà. Donc, on voit qu'il y a quand même une amélioration de certaines crises, mais en fait, il n'y a pas d'essai randomisé dans le domaine. Enfin, vraiment, le niveau de preuve est absolument nul. Donc, on a fini par recommander de, un, dépister, mais ça, c'est ce qu'on fait dans la prise en charge de l'obésité, et de prendre en charge l'hyperphagie-boulimie, entamer cette prise en charge avant éventuellement de mettre un traitement qui peut être mis en place après si en effet l'obésité devient vraiment difficile et un vrai handicap de vie avec des maladies qu'il faut contrôler par ailleurs. Mais en tout cas, c'est pas la première intention à notre sens. Oui, peut-être un point de surveillance, hein, qui sera à ne pas négliger, c'est effectivement l'impact, hein, tu le disais, un peu de niveau de preuve, l'impact de ces traitements sur la régulation de la prise alimentaire. Et donc, on a vu effectivement qu'il y a des TCA, notamment restrictifs, anorexiques, qui peuvent effectivement survenir au décours d'une chirurgie bariatrique. Quid d'éventuels TCA de novo, ou en tout cas qui pourraient apparaître sous traitement anti-GLP-1. Je pense que ça, c'est une vraie question et ça fait partie des choses à étudier. En tout cas, c'est ce qu'on a recommandé dans le Ouais. parcours de soins, de checker à chaque visite de contrôle, en effet, de vérifier Comment évolue l'humeur et les prises alimentaires et réduire la dose si tout d'un coup on est dans quelque chose d'assez atypique. Ouais. Alors, j'aurais bien votre retour d'ailleurs sur cette question-là, parce que justement, moi, j'avais l'impression qu'il y a de plus en plus de preuves. Alors effectivement, c'est pas des essais randomisés, mais qui mettent en évidence un effet quand même de ces médicaments-là sur la signalisation dopaminergique et donc tout le lien avec les aspects motivationnels, les aspects plaisir en lien avec la prise alimentaire et avec même certains chercheurs qui évoquaient la possibilité de l'indication de ces traitements-là dans d'autres types d'addictions, type troubles de l'usage d'alcool, parce que ce qu'ils voient, notamment sur des modèles animaux, c'est une vraie modulation du signal dopaminergique dans le système de la récompense, quoi, avec ces traitements-là, qu'on pourrait voir comme possiblement avec un essai et plus de preuves scientifiques comme une bonne indication thérapeutique peut-être, ou bien au contraire qu'on vient moduler d'autres choses que cette sensation de rassasiement. Et donc je me demandais, chez les patients qui sont traités, est-ce que vous observez des patients qui décrivent des changements dans leur choix alimentaire, leur plaisir à manger, par exemple. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous voyez en pratique? Alors, je vais faire une réponse très honnête. Nous, la pratique, on l'a eu parce qu'on a eu accès, enfin, on a pu entrer des patients dans l'accès précoce. Parce que sinon, à 300 € par mois, le médicament dans le système de soins publics, autant vous dire qu'on n'a pas les patients qui sont en mesure de se payer ça. Voilà, maintenant, on a quand même pu traiter 500 patients dans l'accès précoce et quelques-uns en plus en fonction des possibilités financières. Moi, je crois qu'il faut quand même écouter à chaque montée de dose le plaisir et les quantités alimentaires, parce qu'il y a quand même des gens qui sont très nauséeux, où le plaisir alimentaire, il a disparu. Après, on a beaucoup de choses, je pense, à découvrir et connaître, hein. On a bien vu avec la bariatrique que ça réduit pas seulement les volumes, mais ça change les goûts, ça change les envies. Donc, il y a plein de choses à étudier dans le futur. Mais pour revenir sur les addictions, à mon sens, il y a une étude sur du binge drinking, donc c'est très spécifique quand même, qui a amélioré les choses. De là à dire que ça va marcher sur le binge eating, pour moi, il faut un essai randomisé, hein. On a trop d'exemples dans la littérature d'un truc super sur le plan hypothétique, qui, une fois qu'on le teste dans un essai randomisé, est soit sans efficacité, soit carrément délétère. Donc, avant qu'un médicament rentre dans une indication spécifique, je pense que vraiment, il faut le niveau de preuve suffisant pour qu'il a démontré son efficacité et pas jouer les apprentis sorciers.
Et je voulais juste rebondir parce que depuis tout à l'heure, on parle du coût du parcours de soins, de la prise en charge, et cetera, et tout ça, ça reste aussi des enjeux, très politiques, et mine de rien, à l'ère où on vote de moins en moins, ça reste des choses à étudier aussi sur nos choix politiques parce que ça a un énorme impact, en fonction de pour qui on vote et comment on va gérer notre système de santé, français. Voilà, c'est tout. Non, mais j'aime bien cette remarque, hein. Les vieilles personnes, elles votent. Les jeunes, ils votent pas. Et c'est peut-être une erreur. Alors, il est 19h30. Je pense qu'on pourrait continuer à parler pendant un certain temps. Néanmoins, l'idée est aussi de pouvoir répondre aux questions qui peuvent venir, soit donc, des quelques courageux qui ont bravé l'orage pour venir nous rejoindre ici, ou bien des personnes qui sont qui sont présentes en distanciel. On a environ un peu plus de 70 personnes en distanciel. Et donc, nous sommes à disposition pour répondre à vos questions. Bonsoir, merci beaucoup. Donc pour me présenter très rapidement, moi j'ai souffert d'anorexie boulimie, d'où ma sensibilité au sujet et ma présence ce soir. Et ma question, elle porte plus sur les TCA de façon générale et le développement du concept de patient expert ou père aidant que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Ça a l'air d'être vraiment assez balbutiement et de se développer petit à petit. J'essaie de chercher des infos, mais c'est assez parcellaire, donc voilà. Mais je ne sais pas, vous, la vision que vous en avez, est-ce que vous y voyez un intérêt? Comment vous le percevez? Et est-ce que vous pensez qu'il faut encourager le développement de cette fonction? Je veux bien répondre là-dessus. Pour moi, c'est un plus. On parlait du croisement monde associatif, monde professionnel de la santé, mais là, on est sur effectivement quelque chose qui va venir pouvoir apporter ça de l'intérieur dans les soins, pouvoir accompagner et être en lien avec l'équipe et les patients. C'est quelque chose qui me semble être quelque chose de très intéressant et là aussi gagnant-gagnant pour tout le monde. Alors c'est vrai que ça a été développé, tous ces DU, pérédance et tout, pas forcément sur les TCA. Il y en a quelques-uns qui sont en train d'arriver avec la spécialité TCA, ce qu'il n'y avait pas jusqu'à maintenant, mais moi j'y vois d'un très bon œil. Nous, dans l'obésité, on a toujours bossé avec des associations de patients. Les patients experts, c'est plus récent et donc on a eu du mal à en trouver. Mais aujourd'hui, on commençait notre première HDJ avec la présence d'un patient expert qui a un vrai rôle. Un, d'animer un atelier sur l'image de soi, l'autre ensuite de répondre à des questions puisqu'elle a aussi été opérée et donc elle répondait aux questions de patients opérés. Et je pense que c'est un vrai plus. Alors, il y aura une évaluation à faire et surtout de la part des patients de ce que ça apporte, mais je crois que c'est une vision différente de celui du professionnel et assez complémentaire, à mon sens. Je crois que les services de santé et de soins psychiques ont beaucoup avancé. C'est vrai qu'on est tous à rechercher des pères aidants et des patients experts. À Sainte-Anne, il y en a déjà depuis un moment, qui sont d'ailleurs voilà, des personnes très, très intéressantes pour les patients. Voilà, dans le champ des adolescents, on a travaillé depuis très longtemps avec les associations de famille, la Fondation Sandrine Castellotti depuis oui, la FNA aussi. Et puis, voilà. Et puis là, on recrute d'ailleurs, certes. Et la question de la pérédance, enfin, je pense qu'on est tous archi convaincus que comme dans toutes les maladies chroniques, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui a fait bouger les maladies chroniques? La mucoviscidose, le diabète, l'obésité, c'est les usagers, c'est les associations. Donc, enfin, je pense qu'on est tous à peu près convaincus de l'absolue nécessité de faire intervenir, alors, des patients experts, des pères aidants. Je pense que dans le milieu de l'adolescence, c'est un peu plus délicat, mais en tout cas, la question de la pérédance, que moi j'ai découvert la pérédance familiale, en milieu ado, ça c'est vachement intéressant parce qu'au fond, la pérédance sur les ados, c'est plus compliqué, mais la pérédance sur les familles, et là, pour le coup, je pense que c'est quelque chose de peut-être plus simple, pour effectivement, commencer à travailler ça dans certains services, milieux hospitaliers qui ne sont pas encore forcément très, très ouverts à la question.
c'est peut-être moins menaçant et en tout cas absolument utile. Et puis, moi, je sais que sur tous les dispositifs là, dont je m'occupe, que ce soit nos hôpitaux de jour, etc., on fait venir d'anciens patients, alors qui n'ont peut-être pas le statut de patient expert ni de père aidant, mais d'anciens patients suffisamment avancés sur leur chemin de rétablissement pour venir animer un temps, un atelier, notamment sur l'hôpital de jour d'évaluation précoce. Et c'est vraiment un moment qui est extrêmement enrichissant pour les patients, pour les soignants. Et moi, je m'assure toujours du retour de l'intervenant. C'est-à-dire comment est-ce qu'il a vécu, parce que revenir dans un lieu de soins, c'est jamais quelque chose de simple, même si on est adulte, même si on va beaucoup mieux, voire même si on est guéri. Et donc moi, je m'assure toujours après du feedback de l'intervenant. Et bon, ils sont souvent assez bouleversés, mais en tout cas, c'est toujours, en tout cas, je pense qu'en faisant un bon casting et en prenant soin effectivement de solliciter des personnes qui sont suffisamment sorties de la maladie pour pouvoir parler, se confronter à leur passé, à leur histoire, se confronter à des patients en souffrance, dans des situations très aiguës. En général, le retour est très positif. Donc en tout cas, oui, 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 plus, plus, plus. Et c'est d'ailleurs ce que dit aussi Juliette Baudin de Salle qui est sur le chat, qui nous dit: oui, vive la pérétance, je suis médiatrice santé père à la CME depuis 4 ans et demi. Alors, je voudrais ajouter une précision aussi par rapport à cette question-là. On parle de pérétance, on parle de l'importance, et on a évoqué déjà la question de l'importance de travailler, de co-construire, de travailler en commun entre soignants et personnes en souffrance ou personnes qui ont souffert, père aidant, patient expert. Je pense qu'il faut quand même amener un point de vigilance, en particulier sur les réseaux sociaux, sur lesquels on est assez actif avec Inès, toi beaucoup plus que moi, mais où il peut y avoir aussi certaines personnes qui vont venir utiliser leur propre expérience de vécu de troubles des conduites alimentaires pour parfois amener une forme de miroir déformant de la réalité et proposer un accompagnement qui pourrait éventuellement remplacer du soin. Et je pense qu'il faut être extrêmement vigilant de ne pas imaginer qu'on puisse remplacer le soin par un accompagnement de quelqu'un qui aurait vécu quelque chose de similaire à ce qu'on a vécu, et vraiment être vigilant à bien bénéficier d'un accès aux soins adéquats. Moi, je suis assez d'accord, Hugo, mais après, je pense que les professionnels de santé ont aussi un vrai travail à faire, de s'ouvrir justement. C'est évidemment être vigilant, tout ce que tu dis est très juste, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de peur dans les milieux hospitaliers, universitaires, de faire entrer des usagers, des patients, des familles expertes, etc., dans les soins. Et je pense que c'est un gros travail que doivent faire les professionnels que de s'ouvrir à cet aspect-là. On est assez aligné là-dessus. On nous demande, s'il vous plaît, qu'est-ce qui fait le passage d'un TCA restrictif à une boulimie et donc d'une obésité, sur le plan biologique hormonal par exemple, et comment le traiter? Vous avez 5 minutes. Je ne crois pas qu'on puisse caractériser sur le plan biologique ou hormonal le passage de l'un vers l'autre. Et justement, je crois que c'est la fluidité entre ces différents sous-types qu'on identifie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un virage comme ça, mais c'est vraiment un continuum. Et je pense d'ailleurs que l'apparition de troubles des conduites alimentaires restrictives après une chirurgie bariatrique ou possiblement après un traitement médicamenteux de l'obésité d'ailleurs, vient peut-être offrir un petit éclairage, une possible réflexion entre un certain nombre de similitudes qu'il peut y avoir entre un trouble des conduites alimentaires hyperphagique et restrictif, notamment sur le plan des préoccupations corporelles et de la restriction cognitive. J'ai l'impression que la restriction cognitive aujourd'hui dans l'obésité, ou en tout cas dans les interactions et les échanges que moi j'ai pu avoir, on prend conscience aussi de l'importance de ces pensées-là autour de l'alimentation, de l'envahissement du champ de la pensée autour de l'alimentation, qui peut du coup peut-être favoriser un passage comme ça vers une forme restrictive. Mais en tout cas, pour répondre à la question, parce que c'était pas vraiment ça, on ne peut pas vraiment caractériser de façon biologique, au-delà de caractériser de façon biologique les conséquences, c'est-à-dire les conséquences, par exemple, la dénutrition dans l'anorexie mentale, ou des conséquences biologiques qui seraient en lien avec un certain nombre de conduites de purge. Dans la boulimie, en cas de conduite de compensation à type de vomissement, par exemple, on peut avoir des troubles hydroélectrolytiques, une hypokaliémie, des choses comme ça. Donc, effectivement, sur le plan biologique, il va y avoir des différences, mais ça ne va pas nous aider ça caractérise pas forcément de dire on est passé d'anorexie à boulimie parce que sur la prise de sang, on voit ça. Aujourd'hui, on n'a pas ce genre de diagnostic-là.
Ce n'est pas des conséquences étiologiques, mais c'est des conséquences des symptômes, c'est des Voilà. effets secondaires des symptômes qui peuvent donner des perturbations biologiques. Peut-être un point qu'on n'a pas du tout abordé, c'est... Vas-y. Ouais. Non, je voulais rajouter par rapport à cette question du passage de la restriction vers des moments de plus de lâcher prise, c'est que peut-être qu'il y a à ce moment-là, au niveau des comorbidités, douleurs psychiques, dépression et impulsivité, avec éventuellement des moments de très très grande souffrance qui se manifestent différemment pendant la période de restriction où les choses sont un peu plus contenues. Il peut y avoir des manifestations voilà, un peu plus aiguës et des difficultés psychiques encore plus intenses qui nécessitent vraiment des soins, comme on l'a dit tout à l'heure, des soins élargis avec plusieurs professionnels. Juste peut-être pour ajouter sur la question, enfin ça fait un peu le lien avec la question qui a été posée, des formes de passage restrictives à hyperphage, etc. et réciproquement. Je pense qu'il ne faut pas non plus négliger certains facteurs de risque sont certaines pathologies comorbides, certaines prises médicamenteuses, par exemple des prises de corticoïdes qui font prendre du poids, certains médicaments qui vont favoriser l'impulsivité alimentaire, qui vont modifier la régulation de la prise alimentaire, une maladie diabétique. Enfin, on sait aussi que ces pathologies, une maladie de Crohn, etc., enfin, finalement, toute pathologie intercurrente qui va venir modifier la prise alimentaire, le cadre alimentaire, des prescriptions qui sont faites par des diététiciennes ou des prescriptions autoprescrites par l'individu dans le cadre d'une pathologie annoncée ou de prescription médicamenteuse. Tout ça peuvent être des facteurs qui vont faire basculer un TCA d'une forme restrictive vers une forme hyperphage et réciproquement. Donc, ne pas négliger non plus dans les facteurs de risque de basculement d'une forme à l'autre, hein, les pathologies intercurrentes et puis certains types de médicaments. Notamment les neuroleptiques, sur le plan psychiatrique, qui, on le sait, favorisent aussi la prise alimentaire et donc les risques d'hyperphagie et donc de surpoids et d'obésité. Je crois qu'en milieu psychiatrique adulte, c'est quelque chose qui est quand même très, très bien connu. Merci beaucoup. Alors, j'ai un peu de... Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Ouais. En attendant, alors il y a un débat qui a émergé dans le chat sur la notion de régime, ce qui est assez intéressant, mais que je ne peux malheureusement pas vous transmettre parce qu'il y a des tartines de texte. Mais vas-y. Moi, j'ai une question, mais c'est par rapport à la prise en charge et sur comment les informations circulent entre les services. Donc, par exemple, entre la psychiatrie et les services plus d'endocrino ou de nutrition. Comment vous faites pour... Parce que je trouve que ça passe pas forcément très bien l'information ou la prise en... il y a... je sais pas, en tout cas, dans l'hôpital public, et après, je pense qu'il y a aussi quand c'est dans les mêmes hôpitaux et quand les hôpitaux, par exemple, peuvent être différents. Mais moi, j'étais entre deux régions, donc l'enfer. Mais comment vous faites pour lier les... pour lier les services et pour communiquer entre soignants? Je complète la question, puisqu'il y a une question qui complète assez bien celle-ci, qui a été posée aussi sur le chat, c'est comment est-ce qu'on pratique libéral pour le coup de ville? Est-ce qu'on va aider à développer des parcours professionnels? Et pour le coup, en particulier, quand il n'y a pas de structure de soins à proximité. Je préfère répondre à la première question. Donc, on est mauvais, oui, je pense. On essaie de s'améliorer. On entend parler du DMP, dossier médical partagé. Je ne suis pas sûre que ça marche si bien que ça. On a maintenant à l'AP un truc qui s'appelle Mon espace santé. Donc, il y a quand même des choses qui y sont versées. Nous, à l'AP, on a la chance d'avoir un dossier informatisé commun à toute la PHP. Donc, à minima, ce qui a été écrit par un gastro d'un hôpital et vu par le médecin d'un autre hôpital sur une autre spécialité pour le même malade. De l'AP, voilà. Donc, au sein de l'AP, ça fonctionne pas mal. Et la l'assistance publique, la PHP, l'assistance publique, pareil. Ça réduit quand même beaucoup les examens complémentaires qu'on peut refaire 4 fois sinon, parce qu'on ne les a pas trouvés.
Après, on est tenu quand même de donner un courrier à la sortie d'une consultation, à la sortie d'une hospitalisation. Ça peut ne pas être le compte-rendu définitif parce qu'on n'a pas encore eu le temps de le relire ou d'ajouter tous les derniers éléments, mais on est quand même tenu de le faire de manière, en effet, partager l'information avec les professionnels. Je ne suis pas sûre que dans le PCR actuel qui est sorti, il y a un outil électronique de soins et de coordination. Coordination financière, oui, mais sans doute pas de soins médicaux. Mais sur les prochains parcours qui vont sortir sur la chirurgie bariatrique, il y a un outil de coordination. On est censé mettre les choses dedans. Ça ne nous arrange pas bien parce que tous les systèmes ne sont pas interopérables. Donc, c'est 2 fois le travail pour nous. Mais je pense qu'en effet, c'est nécessaire de communiquer entre différents professionnels pour améliorer la qualité des soins. Et je vais laisser la deuxième question à quelqu'un qui acceptera d'y répondre. Je crois que C'est quoi la deuxième question? Sur les parcours libéraux. Comment est-ce qu'on coordonne les parcours libéraux? Sachant que je crois, je ne suis pas sûr qu'aucun de nous n'a une profession libérale, une expérience de libéral actuellement. Non, mais bon, c'est vrai qu'on est, enfin, la question de l'articulation des soins, que ce soit entre milieu hospitalier libéral, que ce soit entre l'articulation entre disciplines, enfin, cette question de l'articulation et de la coordination des soins, elle est centrale dans ces troubles complexes. Donc ça, moi, je pense que ça pose avant tout la question de la coordination, c'est-à-dire qui est le pilote dans l'avion, qui est garant du cadre de soins, qui fait l'effort de la coordination et donc de favoriser les liens entre professionnels. Et ça, pour moi, c'est un vrai sujet. Avec la médecine libérale, c'est très compliqué parce que à l'hôpital, on dit toujours qu'on n'a pas de temps, mais on a du temps. Après, on l'utilise un peu comme on veut. Quand on est en médecine libérale, quand on voit la durée d'une consultation de médecin généraliste, enfin, je veux dire, les médecins libéraux n'ont peut-être pas ce temps qui consiste à... Moi, je suis la première à râler quand je reçois des courriers qui font 5 lignes. Merci de prendre en charge, vous avez le machin pour anorexie. J'ai envie de dire, mais ok, c'est pas un courrier, ça. Mais après, on sait que c'est compliqué, on sait qu'ils n'ont pas le temps, on sait qu'ils courent après le temps et que c'est donc compliqué. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas bon dans l'articulation. Les liens avec la médecine libérale, c'est quelque chose de très compliqué. Moi, je crois en une chose, c'est la nécessité de désigner des personnes qui soient garantes de la coordination du parcours de soins. Et je trouve que les IPA, les infirmières en pratique avancée, peuvent être, c'est sûrement pas la solution à tout, mais en tout cas, sur ces formes, pour ces patients complexes qui ont des parcours extrêmement longs dans la durée, avec ces questions de transition entre milieu ado-adulte et qui s'inscrivent sur de nombreuses années, la question effectivement d'une IPA qui pourrait coordonner le parcours de soins, favoriser la transition, c'est une petite partie de la réponse, mais en tout cas, voilà, c'est en tout cas pour moi un outil, entre guillemets, qu'il faudrait vraiment développer. Comme le rappelle le docteur Renaud de Tournemire sur le chat, les réseaux multiprofessionnels, comme les réseaux TCA spécifiques au niveau régional, peuvent aider aussi à mieux se connaître entre nous et donc à accéder à une meilleure coordination. J'ai une question. Bonsoir. Alors, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt un témoignage. Donc, moi, j'ai souffert d'hyperphagie boulimique pendant longtemps. Et maintenant, je suis diététicienne spécialisée dans l'accompagnement de la boulimie et de l'hyperphagie. Et en tout cas, en tant que patiente, j'ai cherché longtemps une solution, une aide pour justement passer outre ces troubles. Mais dans le milieu, alors vous avez bien dit tout à l'heure, donc quand on a des TCA et un problème d'obésité, c'est très difficile. Quel bout prendre, par quel bout commencer? Donc, et très longtemps, j'ai cherché les structures qui peuvent aider les patients et sincèrement, on n'a pas trop d'informations, sauf s'il y a un patient qui vient dans un parcours de soins à l'hôpital. Là, on va effectivement peut-être le mettre dans un parcours de soins. Sinon, quelqu'un de lambda va commencer par une thérapie, un psychologue qui ne s'y connaît pas dans les TCA, tu fais de l'hypnose, tu fais un diète qui ne connaît rien dans les TCA non plus parce que ne sont pas formés sur la détection des TCA. Donc, pour les patients, c'est très, très compliqué aujourd'hui. C'est un parcours de combattant. Donc, et aujourd'hui, moi, j'ai envie vraiment de dédier beaucoup de mon temps au bénévolat pour pouvoir aider justement ces personnes-là. Et je cherche aussi dans le milieu associatif comment je pourrais le faire. Et c'est très compliqué aussi d'y rentrer ou de faire, en tout cas de proposer une aide là-dessus. Voilà.
On a une dernière question sur le chat, que je la retrouve. Oui, on me demande, y a-t-il des formations reconnues type Fairburn à la thérapie cognitivo-comportementale TCA, notamment autour de l'hyperphagie boulimique, car j'ai le sentiment que peu de psychologues, psychiatres et diététiciens sont formés en France. C'est pas mon domaine. Alors, je ne suis pas hyper calée sur toutes les formations existantes. Donc, voilà. Mais il y a quand même un module qui a été développé par la FAB, non? Sur l'hyperphagie boulimique. La question, c'est le TCC. Mais c'est que de la TCC, C'est que... pas la question. C'était la question. Du coup, mais des formations reconnues. Des formations reconnues. Ah, d'accord. Donc, effectivement, il y a une formation e-learning un peu plus générale. Moi, à mon sens, il y a des thérapies cognitives, des TCC qui ont notamment été développés un peu par Yves Simon, etc., un peu dédiés au TCA. Donc, Yves Simon, c'est un psychiatre spécialisé dans le trouble des conduites alimentaires qui est belge et qui a beaucoup travaillé à développer des formes de thérapie cognitivo-comportementale vraiment spécialisées dans la prise en charge des TCA. Alors, est-ce qu'ils ont fait un module spécialisé sur l'hyperphagie boulimique? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre spécifiquement, mais il y a quand même un développement autour des TCA au sens large et peut-être que finalement, le caractère du continuum dont on parle, hein, des TCA et les témoignages d'ailleurs qu'on a entendus l'évoquaient bien, pousse peut-être à se dire que possiblement on pourrait se former à une TCC spécialisée dans les TCA qui engloberait différents sous-types plutôt qu'une catégorie spécifique, quoi. Après, je pense que tous les outils qui existent aujourd'hui pour les TCA restrictifs, en tout cas, que ce soit la thérapie familiale, thérapie multifamiliale, les différents types de psychothérapie, etc., qui existent, l'idée, c'est vraiment de développer ces outils avec une valence hyperphagie boulimique. C'est-à-dire que quid de la thérapie familiale, multifamiliale pour l'hyperphagie boulimique? Enfin, à mon sens, ça n'existe pas. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de construire des outils spécifiques pour ce type de TCA qui a à la fois des caractères communs et des facteurs de vulnérabilité communs avec les autres TCA, mais qui a aussi ces spécificités qui nécessitent des outils donc bien spécifiques et bien spécialisés. Moi, j'ai un peu envie de contrebalancer ça par rapport à cet aspect hyper spécialisé où il faudrait une thérapie qui soit la thérapie de l'hyperphagie boulimique de l'adolescence voilà, et puis la thérapie qui serait voilà, parce que je pense quand même qu'il y a une sorte de tronc commun et puis qu'après il y a toutes les spécificités et qu'il ne faut pas non plus se dire bah, si tel thérapeute n'est pas spécialisé, c'est pas un bon thérapeute parce que on a parlé quand même de l'importance des comorbidités dépressives, des comorbidités anxieuses, de l'aspect environnemental des troubles, de l'aspect familial. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de thérapies non spécifiques qui sont très aidantes et très efficaces sur les différents troubles des conduites alimentaires. Et donc voilà, parce que sinon, je trouve que ça peut être aussi un petit peu voilà, embêtant que les gens pensent que s'ils commencent une thérapie avec quelqu'un qui ne se dit pas hyper spécialisé, c'est pas quelque chose qui va les aider. Et je pense que il y a des outils communs et des fois, voilà, et en fonction des spécificités du trouble aussi et de l'environnement dans lequel il survient. Parce que et de l'âge du patient. Et c'est vrai qu'à certains moments de la vie, bah, finalement, c'est pas forcément ce trouble-là pour lequel on va s'atteler, mais ça peut être un adolescent qui a par exemple d'autres difficultés, type scolaire, refus scolaire anxieux. Bah, des fois, c'est aussi de lui donner des outils pour se sentir mieux, avec une meilleure estime de lui-même, avec plus de plaisir à fonctionner en famille ou avec des amis, etc. Et par ce biais-là, on pourra ensuite plus s'attaquer à l'aspect alimentaire des difficultés. De la demande Voilà, du patient, tout à fait. et du besoin. On va prendre une dernière question. Merci. Vraiment, je fais vite. Je voulais rebondir sur la remarque que vous avez faite sur les traitements les neuroleptiques et l'impact que ça pouvait avoir sur le comportement alimentaire qui est assez flagrant, enfin assez fou, et qui pouvait induire aussi des comportements un peu compulsifs, voire du binge eating. Et je me demandais, est-ce que vous savez si les traitements type Wegovy ou analogue GLP-1 pouvaient être indiqués pour les patients qui ont aussi un traitement neuroleptique antipsychotique
et qui répondent aux critères qui sont sortis dans l'IMC 35 avec le facteur de comorbidité ou un IMC supérieur à 40. Voilà, je ne sais pas si... Enfin, vraiment, ça m'intrigue puisque moi, je suis diététicienne, je travaille à la CMME, mais aussi pour le coup au pôle Pépite, mais avant en CMP. Donc, c'est vraiment les deux extrêmes. Mais dans les deux cas, on est quand même face à c'est des TCA, quoi. Et parfois, c'est vrai que même si ça fait plus longtemps que je travaille en psychiatrie de secteur, donc avec des personnes qui ont des problématiques de TCA plutôt qui vont induire une prise de poids, une obésité, parfois je me trouve un peu démunie aussi face à leur histoire et en fait les difficultés qui sont des fois un peu difficiles à accompagner, quoi. Alors, je ne pense pas que le trouble psychiatrique comorbide soit forcément une contre-indication au traitement type analogue du récepteur au GLP-1 si les autres types de critères d'indication de ce traitement-là sont identifiés. Alors après, il faut savoir quand même qu'il y a, en fonction du type de pathologie psychiatrique sous-jacente pour lequel le patient reçoit des analogues, enfin, des neuroleptiques, alors il peut y avoir un impact sur la capacité de suivi, de respect des prescriptions. C'est quand même des traitements qui vont finalement, qui sont pas anodins, entre guillemets. Donc ça, c'est quand même une première chose. Alors la deuxième chose, effectivement, je crois qu'il y a des essais randomisés en cours sur la prévention du syndrome métabolique induit par les neuroleptiques avec les analogues GLP-1. Et donc, co-prescrire en fait ces traitements-là chez des patients qui... Ouais. Je crois que c'est ça, on est d'accord, hein, qui reçoivent pour la première fois des traitements neuroleptiques et qui donc, on le sait, sont plus à risque de développer ce syndrome métabolique et les dérégulations du comportement alimentaire associé. Et donc, un traitement qui soit un peu une intervention un peu précoce, c'est-à-dire ne pas attendre le développement de dysrégulation du comportement alimentaire qui serait plus sévère. Effectivement, c'est des patients, on sait, avec une altération franche de la qualité de vie et de l'espérance de vie qui est en lien effectivement avec ce syndrome métabolique induit par les neuroleptiques. Ouais. C'est un traitement de prévention. Voilà, c'est un traitement. Ce que j'ai compris, c'est que les essais en cours l'identifient comme la possibilité d'un traitement un peu préventif chez ces patients en fonction du type de neuroleptiques qui sont particulièrement associés avec une prise de poids, une dérégulation du comportement alimentaire. Alors, il pourrait y avoir une indication pour ces traitements-là. Mais comme le disait Judith tout à l'heure, attendons quand même d'avoir des essais randomisés contrôlés avec un niveau de preuve suffisant pour diffuser ce genre d'habitude de prescription, quoi. Merci. Comme ce qui est fait finalement avec la metformine actuellement, quoi. Voilà, exactement comme ce qui est fait avec la metformine actuellement. Eh bien, nous nous dirigeons doucement mais dangereusement vers 20h. Donc, je vous propose de conclure cette table ronde riche en enseignements, riche en échanges, riche en débats. Peut-être, je vous laisse conclure chacune par un mot à destination des personnes qui... Un petit peu plus de 1, parce que là, ça ne va pas servir à grand-chose, mais un mot assez rapide sur... à destination justement des personnes qui nous écoutent aujourd'hui, des personnes qui sont dans la salle et des personnes qui pourraient nous écouter en replay et qui ça pourrait éventuellement être utile, quelque chose qui pourrait être utile pour toi. C'est vrai que rejoindre un parcours de soins, c'est indispensable pour avancer dans ces troubles TCA avec une obésité derrière ou pas d'ailleurs. Mais comme les entrées dans les parcours de soins peuvent parfois être un peu longs et même en complément d'un parcours de soins, rejoindre une association, ça peut être quelque chose qui apporte vraiment un étayage supplémentaire et qui peut donner aussi de l'énergie, de la force. On invite souvent à reprendre un parcours de soins quand il y a rupture de parcours de soins. Enfin, c'est quelque chose qui peut apporter un plus. Donc, sur l'AFNA-TCA, sur le site national, voilà, vous avez la liste des associations membres. Il y en a peut-être une proche de chez vous. C'est très difficile cet exercice pour conclure un mot. Peut-être dire aux personnes qu'elles n'ont pas que un trouble des conduites alimentaires, elles ont aussi plein de ressources, plein de choses à faire et que voilà, de voir aussi toutes les possibilités et toute la richesse qu'il y a. Voilà. Sortir un peu Moi, je dirais peut-être que même si on a parlé un peu des limites des dispositifs de soins actuels, on a conscience de la nécessité de les développer et on y travaille et j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses qui évoluent, dans ces derniers mois, ces dernières années, et c'est assez encourageant.
Oui, le chemin est long, mais on a quand même débuté quelque chose. Ouais. Hein, on est en route et ça, il faut tous s'en féliciter. Moi, je vous encouragerais vivement à rejoindre et pour les professionnels et le réseau TCA francilien. L'adhésion est vraiment pas chère et ça peut rapporter gros. Et puis au niveau national, rejoindre la Fédération française anorexie-boulimie. Il y a plein de choses à faire. On a besoin de force vive, on a besoin d'échanges, on a besoin de se renouveler, on a besoin de partager. Donc n'hésitez pas, on est très accueillant, hein, et très très sympathique. Puis on a un coordinateur absolument extraordinaire qui geek là, mais voilà, qui vous accueillera avec plaisir. Et puis donc pour les usagers, rejoindre la FNA aussi. Je pense que c'est à ce prix-là qu'on va continuer à se donner du courage les uns les autres et à continuer à cheminer. Merci beaucoup. Et moi, pour finir, il y a plein de belles choses qui ont déjà été dites, donc je vais faire un peu de redite sur effectivement le fait de rejoindre un parcours de soins, même si on a parlé de plein de limites, etc. Et sur le fait de ne pas s'identifier à son trouble alimentaire. Mais au-delà de ça, phrase très bisounours, mais on s'en sort, il y a une vie après tout ça. Et vous n'êtes pas seul, même si on se sent très très seul quand on deal avec ces troubles-là, mais n'hésitez pas à en parler si vous avez des personnes à qui en parler, si vous avez personne à qui en parler, écrire, faire des vocals à soi-même, bref. Mais en tout cas, il y a une vie après tout ça. Voilà. Et voilà. Ah, oui. C'est ça. Donc, vous pouvez écrire, vous pouvez téléphoner aussi. Je ne sais pas si là, magiquement, il y a peut-être le flyer qui va s'afficher. Qui sait, on ne sait jamais. Donc, la ligne d'écoute téléphonique du réseau TCA francilien qui est ouverte au niveau national et qui est donc accessible lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h à 18h. Donc, diffuser cette ligne, elle est vraiment à destination des usagers, hein. Quel que soit l'âge, quel que soit le type de trouble, les usagers, les patients peuvent appeler, les familles peuvent appeler. Non, vas-y, continue. Et pour les professionnels, donc, donc ça, c'est, on va dire, la ligne téléphonique, globalement, c'est pour les usagers, les familles. Et puis, donc, le réseau TCA francilien a développé une plateforme qui s'appelle la plateforme CARE TCA Île-de-France pour les professionnels de premier recours qui peuvent donc demander et solliciter un avis d'expert avec des délais de réponse qui sont très courts. Et donc là, on est en train aussi de communiquer, hein, c'est un outil qui est tout nouveau sur cette plateforme CARE TCA Île-de-France. Eh bien, merci beaucoup à Et toutes. puis peut-être le site de la journée quand même. Alors, le site de la Journée mondiale, effectivement, que vous voyez en fond pour les personnes si vous arrivez à le voir, parce que je crois que c'est à l'envers sur le vocal, mais notre superbe coordonnateur vient de le poster dans le chat. Donc, le site internet de la Journée mondiale qui s'intitule www.journeemondialetca.fr, sur lequel vous pouvez retrouver des ressources et un tas d'informations sur justement les problématiques des troubles des conduites alimentaires, ainsi que les informations concernant les divers événements passés et à venir. Merci à toutes. Merci infiniment de ces échanges. C'était extrêmement riche. Merci à tous. Ouais,